Bienvenue au club, bienvenue dans l'Endurance Club, le podcast que j'ai le plaisir d'animer chaque semaine en compagnie de mon acolyte, fan de classique, Geoffroy Bar. Salut Geoffroy. Salut Anthony, bonjour à toutes et bonjour à tous. Fans de classique, mais pas que, fans d'endurance moderne aussi quand même. Exactement, Endurance Mag, bien sûr, bien oh là, sûr. oui, oui. Bon, il est pas très, il bouge plus Endurance Mag. Faut aller sur classique Ah auto bon? maintenant. Ouais, faut aller sur classique. Bon d'accord, faut aller surtout, en tout cas l'épisode de la semaine dernière a bien plu et donc on va en faire un nouveau évidemment comme chaque semaine et cette fois-ci on passe dans le moderne et on va prendre la direction du golfe Persique pour une épreuve qui fait partie donc du championnat du monde d'endurance depuis sa création, depuis 2012, les 8 heures de Bahreïn et on va vous présenter les enjeux de cette grande finale de la saison 2025. Donc comme vous le savez dans l'Endurance Club, on va vous donner des chiffres, des petites infos insolites, des statistiques qui vont vous permettre de connaître encore mieux le monde de l'endurance qui nous fait tant vibrer. Et donc au sommaire de ce numéro, Geoffroy, on va parler de Bahreïn et des forces en présence parce qu'il y a de nouveaux pilotes et il y a également des enjeux pour cette finale, que ce soit pour les constructeurs, que ce soit pour le circuit, que ce soit pour le championnat. Ça va être assez intéressant, ça sera la 101e course de l'histoire du championnat. On va vous donner des stats sur les 8 heures de Bahreïn évidemment, un point sur les transferts 2026 aussi parce que ça s'affole mine de rien. On aura un petit c'est quoi ton actu quand même, bien sûr, parce qu'on ne l'oublie pas. Et puis la top question. Alors là, on s'est régalé. C'était une question vaste que tu as posée la semaine dernière, mais je crois qu'il y a quand même des champions dans nos auditeurs parce qu'on a eu de très bonnes réponses. Là, je dois dire, chapeau bas. Bon, alors pour commencer, moi je voulais tout simplement te solliciter sur un chiffre, 8. 8 victoires consécutives pour Toyota. Depuis que le championnat du monde d'endurance vient à Bahreïn, il y a 10 victoires pour Toyota. Et donc depuis 2017, Toyota dans son royaume, le royaume de Bahreïn, le royaume de Toyota. Est-ce que ce week-end, je commence tout de suite, Toyota peut enfin gagner cette année? Bah écoute, Voilà. ça serait... En fait, il en reste plus qu'une de toute façon. Donc s'il doit y en avoir une cette saison, bah c'est celle-là. Ouais. Comme tu l'as dit, quand tu m'as donné ça comme info tout à l'heure, là, juste avant qu'on commence à enregistrer, j'avais plus en tête le fait que Toyota gagne systématiquement à Bahreïn depuis l'ère 2017. Hypercar, ça c'est sûr. Ouais, depuis 2017, donc l'ère aussi. 2017, il y avait encore Porsche, il n'y avait plus Audi, mais il y avait encore Porsche. Ouais. Et puis Attends, après, mais ça a gagné pour la première fois assez tôt en fait dans l'histoire, puisque ça a gagné en 2013 avec Buemi, Sarrazin et Davidson. Déjà, ouais, finalement, ils n'ont laissé que des miettes à Audi et Porsche parce que tout constructeur cumulé, j'allais dire, est confondu. Il y a ouais. 3 victoires. 2 pour Audi, une pour Porsche. Quand tu vois qu'il y en a 10 pour Toyota, c'est 3 fois le total des autres constructeurs. Donc finalement, si on suit, on aime bien souvent dire ça, tu vois, suivre la logique un peu des chiffres, etc. Et voilà. Donc oui, peut-être que c'est la manche sur laquelle ils ont potentiellement le plus de chances de l'emporter. Après, c'est vrai que c'est pas dans la dynamique de cette année, quoi. Non, ça c'est vrai. Bah, ça a été un peu compliqué, que ce soit au niveau de la balance de performance, que ce soit au niveau de l'exécution aussi, mine de rien. C'est À vrai, chaque ouais. fois, on avait tendance à dire que Toyota était assez irréprochable. Bah, je dois dire que là, même à Fuji, hein, ils avaient leur chance pour être au moins sur le podium. Et puis, la méconnaissance d'un règlement qui pourtant est connu depuis un petit moment sur les arrêts emergency pit stop, bah voilà, ça leur a coûté cher. Donc on va voir si à On- Bahreïn, justement, eh ben, ça ouais. peut s'inverser. Est-ce que il y a aussi alors l'élément, je l'emploie direct, je sais pas depuis combien de temps on enregistre, mais ça y est, je vais lâcher. Le mot est lâché. Il faudra peut-être un jour on va le biper, mais la BOP, Aïe, euh, ils ont, ils vont avoir pour Bahreïn 7 kilos de moins sur la GR010. oui. Et ils Oui. vont avoir 6 kilowatts de plus sur uniquement la première phase. Parce que la puissance, la gestion de la puissance en deux phases, enfin bref, bon. Oui, alors attends, Euh, parce qu'on a quand 8 même chevaux de plus, des quoi. comparatifs. C'est-à-dire que l'année dernière, le poids était à 1065 et ils se sont imposés. Là, ils vont être à Ah, 1062 kilos, donc ils perdent un petit peu. Ils ont un petit peu plus de puissance en dessous de 250, donc ça peut être pas mal parce qu'il y a beaucoup de relances à Bahreïn, hein. Il y a des gros freins et ouais. donc des grosses relances. Ça, c'est pas si mal parce qu'ils sont quasiment avec 489 donc, kilowatts sur leur concurrence. C'est plutôt une bonne chose, hein. Ils sont moins bien justes que Peugeot et que Aston Martin et Alpine. Donc ça va. Et parce que c'est Cadillac qui s'est pris la grosse claque, hein, 32, Ah oui. 32 chevaux en moins. Putain, je regarde comme ça les chiffres, machin. Mais ouais, Ouais, en ouais. fait, peut-être que c'est ce fameux équilibre. Voilà, on donne une. Est-ce qu'on est en train de donner un petit ticket à Toyota Bah pour ça cette serait quand même dernière? pas mal.
Bah, Je veux dire, à un oui, oui, moment oui, oui, donné, oui. Toyota, il le mérite depuis longtemps, et puis il faudrait quand même pas dégoûter Toyota. Après le départ de Porsche, ça serait sympa que Toyota reste quand Non, même. non, non, ils ont quand même, ouais, non, ils ont quand même dévoilé les évolutions à venir pour la voiture. Ouais. Je pense qu'il y a une vraie Elle inscription se dans le temps. ferrarise, Ouais, alors j'ai vu, non? il y a beaucoup, si. Non, mais il y a quand même beaucoup de gens qui disaient, ah bah ça y est, ils font une 499p. Ça reste quand même très différent. Et pour le coup, Oui. elle ressemble Non, mais aussi sur pas l'avant, mal. Ouais, mais elle ressemble aussi pas mal au prototype qu'ils avaient présenté à hydrogène au 24 heures du Mans. En fait, c'est vrai. la ligne, elle est aussi issue de leurs propres travaux. Enfin, Toyota, je pense qu'ils sont assez malins pour ne pas singer les autres. Évidemment, la Oui. 499p, elle fonctionne, donc il serait bête de ne Ah bah pas la oui. regarder, bien sûr. Mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de travail en interne et qui vient notamment du proto H2, je sais plus comment il s'appelait, H2 Evo en Ah tout oui, cas, ils ont été présentés d'ailleurs au Mans. de nouveau à Mm. Fuji, hein. Oui, oui. Non C'est le mais proto hydrogène mm, H24 Evo, ouais, normalement. voilà. Non mais je pense qu'il y a vraiment il y a des liens avec ça et tu sais, enfin, il y a aussi le fait que Toyota a déjà dit et expliqué plusieurs fois ils sont motivés, ils sont chauds sur le sujet de l'hydrogène. Ouais. Il faut s'attendre aussi peut-être à voir la GR010 et éventuellement la voiture d'après évoluer pour intégrer cette technologie. Je suis pas spécialiste, je connais pas trop ce que ça implique, mais peut-être qu'il faut une conception différente des pontons, de la gestion des flux d'air. En fait, avec cette technologie, ça va forcément faire évoluer la ligne des voitures, et donc je pense que Toyota est déjà dans cette évolution, un peu comme, je fais un parallèle parce que je connais bien ce sujet-là, et tout de suite je Ouais. bascule dans l'historique, mais exactement comme chez Peugeot à l'époque de la 908, pour les dernières courses, notamment c'était à Zouaï en 2011, la 908 elle avait roulé dans une config où elle n'avait pas d'hybride, mais il y avait certaines zones au niveau du châssis, certains aménagements qui avaient été réalisés dans l'optique d'intégrer un groupe hydrogène, Et oui. un système hydrogène l'année suivante. Donc en fait, tu es obligé de faire évoluer ta voiture selon la technologie qu'elle va embarquer. Donc là, je pense que Normal, c'est ça. effectivement. La GR010 Evo, je sais pas comment ils vont l'appeler, enfin celle qui roulera en 2026, je pense, elle aura déjà Ouais. des solutions qui préfigureront l'embarquement de l'hydrogène. De l'hydrogène, ouais, c'est intéressant justement. Bon, on a déjà notre jingle top digression, hein, évidemment, qu'on va pouvoir mettre en place. On est là depuis 5 minutes C'est mon et ça y est. spécial, Mais c'est ça. normal, c'est ce qu'on aime. Bah oui, attends, c'est normal. Moi, je voulais revenir outre Toyota parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements au niveau des pilotes. Il y a une stabilité en fait, hein, chez Toyota. C'est vrai que quand on rentre chez Ouais. Toyota, on sait que 10 ans plus tard, on ressort, euh, On ou devient 10 ou 15. manager, on a un rôle de gestion dans l'entreprise. Ah bah oui, mais Ouais. je sais pas comment ils vont faire parce que Mike Conway il peut pas être manager avec Kamui Kobayashi, avec Nakajima, il va y avoir un problème au niveau du management. Ou alors tu finis Ils vont commentateur devoir du avoir WEC. deux Ouais. bancs. Ah oui, bah voilà. Ah oui, c'est vrai que tu peux devenir commentateur du WEC, j'avais oublié. Ah oui, quand t'es anglais, hein, parce que quand t'es français tu peux pas. Même Mais Wurz, quand t'es anglais tu peux devenir. il est toujours dans les paddocks. Non, mais c'est vrai, ils ont une Bah fidélité oui. Ouais, ouais, Non mais carrément, ça c'est par vrai. contre c'est beau. Ça c'est beau je trouve. Mais ça ne laisse pas trop d'opportunités aux pilotes non plus. C'est vrai que quand on parle du mercato et on va en parler avec les pilotes, généralement Toyota est pas trop dedans quoi. Je veux dire il y a eu Nick De Vries C'est qui est vrai. rentré dans l'histoire. Ouais. Bon bah voilà. Ok bah Toyota on connaît, c'est parfait, ça bouge pas. Et je trouve que c'est bien aussi d'un côté. Parce que bah, c'est une grande force et c'est une stabilité qui peut être rassurante pour l'équipe. Mais je regrette un petit peu voilà, qu'on fasse pas appel à des jeunes pilotes et à du 109, encore plus, j'allais dire. Mais bon, c'est vrai qu'il y a aussi une stabilité chez Ferrari, et on va l'évoquer, Ferrari, parce que Mais cette voiture et cet équipage, notamment de la 51, mènent avec 39 points d'avance au classement général sur la Porsche de Estre et Vanthoor. Non, 21 points, pardon. 21 points d'avance sur la Porsche de Estre et Vanthoor et 13 points seulement sur le trio de la 83. Ça va être serré parce qu'il y a 38 points à distribuer sur une course de 8 heures. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Porsche, avec cette fameuse numéro 6, la Magic 6, pourrait avoir son mot à dire, ou est-ce que au vu de la balance de performance, ça paraît compliqué? la BOP, je sais pas. Il y a. Moi, je Moi, me je les suis. vois pas, je te rassure. Moi, je les Ouais, vois tu les pas vois pas? faire aussi bien qu'à Fuji. Enfin, je sais pas si je te rassure d'ailleurs. Non. Mais cette Porsche numéro 6, elle est géniale, bien pilotée, avec un trio incroyable qui bah, devrait pouvoir rester au moins encore l'année prochaine. On imagine, hein. Estre, Vanthoor, on les a pas entendus partir de chez Porsche. Ils sont spécialistes du GT. Même s'ils ont moins de courses en hypercar, ça peut quand même le faire. Euh, mais voilà, je me dis que ça va être compliqué face à Ferrari, quoi. Après, il y a eu des précédents dans l'histoire, tu vois. Audi, leur jubilé en 2016, quand ils ont quitté le WEC, c'était à Bahreïn, ils ont gagné.
C'était sur une saison C'est où vrai. c'était compliqué, tu sais, c'était l'Audi R18 qui était moche là. Ils avaient gagné à Spa de mémoire et au Mans c'était un fiasco, même si ça finit sur un podium. Bon, ça fait le podium parce qu'il y a une Toyota qui abandonne, Ah bah qui a oui. des galères à Mais 4 que minutes se de la fin. passe-t-il? Donc voilà, c'était Di Grassi, Duval et Jarvis qui avaient gagné de mémoire à Spa, qui font podium au Mans et qui gagnaient à Bahreïn. Tu vois, c'était Oui. un peu le cadeau d'adieu. Enfin, cadeau d'adieu, ils ont été la chercher la victoire, hein, c'est pas un cadeau, mais c'était la victoire d'adieu. Est-ce que Porsche peut le faire là parce que c'est leur dernière manche, dernier engagement en WEC officiellement, avant une année de pause minimum? Ouais. Le symbole, est-ce qu'il serait bien ou pas? J'en sais rien. Je t'avoue que Moi, je préférerais le symbole de Toyota. Tu vois, on a fait un Ouais, épisode voilà. spécial Ouais, moi 40 aussi. ans au Mans de Toyota. Ouais. Je me dis que le symbole d'avoir Toyota vainqueur Oui. serait quand même pas mal. Moi aussi, parce que ça continuerait cette série, on l'avait dit, la dernière fois que c'est pas arrivé, c'était 2015, je crois. 15, exactement. Ouais, je trouve que ça serait pas mal. Et bon, après, c'est pas non plus c'est pas une compensation, c'est pas une médaille où tu te dis, tiens, Ah non. on en gagne une, donc on a sauvé la saison. En vrai, je pense chez Toyota, là, ils sont pas hyper heureux de ça. Mais oui, Oh bah non, bah là ils sont projetés sur 2026, 27, 28 là. Hein. bah, j'espère, ouais, j'espère. Toyota aussi, Porsche aussi, hein. Franchement, ils sont déjà projetés sur l'avenir dans le sens où l'année prochaine, ils vont réduire la voilure. Et puis, Ah bah oui. et puis on verra. Tu sais, ça fait beaucoup parler. C'est marrant parce que j'ai balancé un statut sur LinkedIn sur l'état des ventes de Porsche. J'ai fait un truc un peu, voilà, une petite analyse Ouais. vite fait et tout. Mais Ça je pense fait- que c'est l'une des raisons. Hein. Ça fait réagir les gens de ouf. Enfin, je veux dire, il y a un côté vraiment épidermique de. Ben, moi, je suis client Porsche, c'est une marque qui nous trahit avec l'électrique. Les gens, je fais rarement ça sur LinkedIn, mais là, les gens commentent, ils commentent entre eux, tu sais, ils se répondent entre eux. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Il y a un microcosme sur LinkedIn, on a des bons. Hein. Et Il y a eu des choix difficiles de la part de Porsche, on va dire, et c'est vrai que bah, pour avoir parlé aussi avec certains concessionnaires, le lien avec les clients, il se fait quand même par la compétition. Je veux dire, tu avais ah bah, des quand images même, de ouais, WEC ouais, bien sûr. derrière dans la concession. Donc, bah, à un moment, je comprends pas trop le point de vue. Je pense que Thomas Lodenbar a voulu mettre la pression et il s'est un peu brûlé les ailes, j'imagine en tout cas, parce que à vouloir dire ah oui, mais la balance de performance elle n'est pas pour nous et machin et le WEC, attention, on va partir, attention, attention. Bah partez, y a pas de souci. Hein. On a d'autres constructeurs les gars. Hein. Et donc, bah, ils sont partis. Mais c'est exactement ce qu'on avait dit, et je pense que c'est parce que aujourd'hui l'ACO et la FIA sont dans une situation où ils peuvent se permettre de dire non à Porsche Bien sûr. et aux pressions que peut Et il vaut exercer un mieux, et je constructeur. dirais, Ah bah tant pour mieux, la moi santé aussi. du championnat, il Moi vaut aussi. mieux faire Ouais, ça, ouais. parce que sinon, bah, tu commences à t'empêtrer dans des ah, attends, je veux aider plutôt lui plutôt que lui. Non, non, là, voilà, on est là, on est l'organisme qui bah, est là au centre du truc, et vous êtes là, c'est bien, vous n'êtes pas là. Si vous voulez pas faire partie de cet âge d'or de l'endurance, bah ok, pas de problème. Nous, en tout cas, on est sûr de ce qu'on fait. Après, à chaque fois que je dis ça, Ah, et j'en suis convaincu, et toi aussi, je sais, hein, mais à chaque fois que je dis ça, je peux pas m'empêcher d'avoir l'image de Kevin Estre qui bourre comme un cochon à la fin des 24 heures du Mans et qui finit à 10 secondes et où on se dit quand même, putain, eh c'est oui. pas passé loin, quoi. Fait chier Ah, quand c'est même, sûr. fait chier Mais quand même, quoi. moi, Tu je vois. pense que, honnêtement, je l'ai dit dans d'autres émissions, mais honnêtement, s'il y avait eu la victoire aux 24 heures du Mans, ça changeait rien. Hein. Je pense quand Ah, même tu qu'il crois? partait. Hein. Ah, tu crois? Ah ouais, pour moi ça s'est pas joué à ça. Ça s'est pas joué aux performances parce que elle est là, cette Porsche numéro 6. Je veux dire, à Fuji, elle était là. La fin de saison, elle est incroyable pour la Porsche Hmm. numéro 6. La 5, un petit peu moins, parce qu'il y a eu moins de réussite. Mais deuxième au Mans, quatrième ensuite au Brésil, premier à Austin et troisième à Fuji. Tu vois, c'est quand même bien les performances pour cette Ouais, Porsche tu veux numéro dire que 6. peu importe, de toute façon, c'est la Je branche WEC pense qui qu'il aurait partait. été coupée parce que économiquement, ils gagnent toujours de l'argent en fait. Hein. C'est Exactement. juste qu'ils en gagnent moins, mais ils en gagnent toujours. Hein. Ouais, ouais, mais je pense que c'est ça. Et puis pour peut-être appuyer bah voilà, le discours qu'on Oui, bah entendait forcément, depuis forcément. des mois et pas perdre la face, quoi. Mais moi, je suis content de cette saison parce que tu vois, on a, je répète, hein, je sais que toi, t'es pas forcément client de ça, mais on a 6 vainqueurs différents. Oui, ok, on a 3 Ferrari. Mais on a quand même une Cadillac qui s'est imposée aussi. On a une Porsche et on a une Alpine. Donc, si on avait une Toyota pour essayer d'égayer un peu le tableau ou une BMW, bah, ça serait une des saisons, voire même la saison où on aurait le plus de constructeurs, d'équipes différentes victorieuses en WEC. Non, mais si, ça me plaît, évidemment. Ah, Si, quand j'aime même. bien. Non, non, mais j'aime bien. Mais de toute façon, c'est ce qui va. Il commence à nous habituer à ce qui va se passer en 26. Je pense que ça sera cette logique-là aussi d'avoir. Ah oui, ça veut Enfin, dire que c'est plutôt pas mal, parce que chacun peut avoir sa chance. C'est quand même un peu ça l'idée d'équilibrer les performances. ouais, et puis aussi, je pense qu'il y a un. 2026 va être intéressant. Enfin, faut qu'on parle d'abord de Bahreïn, mais 2026 va être intéressant. Tu sais, je lance déjà des petites idées, puis on en reparlera pendant l'hiver, mais parce qu'on va avoir vraiment. On va commencer à avoir ce mix de voitures
âgées. Bah, la GR010 qu'il a va évoluer, mais qui commence déjà à être datée. La 9X8, bah, on va encore la voir. Avec de nouveaux entrants. Enfin, il y aura une itération Ouais, quand même ouais. qui Oui, va mais arriver. bon, avec de nouveaux entrants aussi, donc, Genesis, et avec des voitures qui vont, en théorie aussi, peut-être arriver à leur plein potentiel. Je pense à l'Alpine. Ça va être très intéressant, tu vois, au-delà de la balance de performance et du fameux truc du lest embarqué. Alors, apparemment, ils ont rétropédalé, ils ont dit que finalement, c'était pas confirmé. Enfin, bon, ça va quand même été annoncé, j'ai pas tout compris. On est d'accord. Ouais, ça a été annoncé, non, mais moi, on est d'accord, c'est pas sûr, ce bref, fameux lest. Ouais, il y a ça, mais il y a aussi le phénomène que tu vas avoir des équipes qui vont être à un moment de maturité différent de leur propre projet. Et notamment, Alpine va être, je pense, dans la meilleure fenêtre possible en 26, puisqu'ils viennent de gagner. La voiture, ça fera 3 saisons. Ils ont réussi maintenant à avoir des équipages mieux. Exactement. J'allais dire, ils ont d'Acosta. Alors attends, il reste encore un pilote, je pense, à annoncer, parce que j'ai quand même ouï dire qu'un certain Paul Lou serait en partance. Hein. Ouais. Moi, je veux pas dire de bêtises, mais je pense qu'il irait plutôt chez les Orange et pas McLaren. Chez les Orange et pas McLaren, ouais. Et Van Dorn qui reste chez Peugeot. Tout ça. Ah, ça c'est magnifique. Ah bah là, parlons de Genesis. Parce que Van Dorn, il était en fait, quand on en parlait, je sais pas si on l'avait dit officiellement ou pas, mais on l'avait dit. Bon, il était en discussion avec Genesis. Ce qui bloquait, c'était la formule électrique, etc. Je sais pas pourquoi il va absolument s'accrocher à cette formule électrique. Parce qu'il en est champion. C'est. Oui, alors. Bah oui, mais bon, c'est dans ses veines, tu vois. C'est comme ça. Ah bah oui, bah attends, il est électrique, Stoffel. Donc du coup, il est pilote de réserve chez Jaguar, donc il a même pas de poste officiel de titulaire. Et c'est ce qui a bloqué, a priori. Et donc, du coup, on l'avait annoncé en partance chez Peugeot, c'est farewell to Van Dorn, machin, là, c'était génial, tu nous as servi. Bon, 2026, il est de retour. Il va rater Bahreïn, en fait, mais il revient et il va surtout remplacer Jean-Éric Vergne, qui, lui, a priori, étant engagé avec Citroën en formule électrique, veut un peu lever le pied, ou on lui a demandé de lever le pied, je ne sais pas. Je crois que c'est la première fois qu'on emploie le nom Citroën dans un podcast Endurance Club, c'est pas mal. T'es sûr? On n'avait pas. Ah oui, non, c'était Peugeot. Ah oui, c'était la Peugeot avec Pierre Herrette. Ah oui, je me souviens. Ah oui, c'était pas Citroën. Ouais. Mais ah bah on pourra mettre Citroën sur la bannière. Tiens, ça c'est pas mal. Non. Quoi? Mais attends, non, mais j'ai parlé de chevron. J'ai parlé de chevron tout le week-end de tours d'horloge. Je suis désolé. On peut mettre un chevron. On peut mettre Citroën. Mais c'est quand même marrant cette histoire de pilote que tu remercies, que finalement tu réintègres parce qu'il y a un autre pilote qui part. Ouais, c'était Massa, c'était un peu ça en Formule 1. C'est bon, salut, c'était super émouvant. C'était au Brésil, il avait craché sa voiture, tout le monde l'avait salué. Puis l'année suivante, en fait, on a personne, reviens. Mais ça veut dire, enfin, toi qui es meilleur que moi sur cette analyse, ça veut dire quoi que le marché est étroit au point de rappeler le même pilote, ou alors c'est juste qu'on capitalise sur le fait que il connaît déjà la caisse, voilà, ça va être plus simple de travailler avec lui. Moi, ça me surprend quand même de lui dire merci et de le faire revenir, c'est incroyable quoi. Ça me surprend aussi, mais ça prouve quand même que c'est un sacré talent. Moi, j'en suis persuadé. Il a raté sa carrière en F1, je ne sais pas pour quelle raison. Mais pour moi, Stoffel Van Dorn, c'est un sacré client. Et puis, je pense qu'on veut le garder dans le giron. S'il y a une nouvelle voiture, il sera là aussi, quand même, peut-être pour aider au développement et tout. Je me dis, on a pris déjà des risques d'avoir des jeunes avec Malte Jacobsen et avec Théo Pourchaire, qui arrivent ce week-end à Bahreïn. Je me dis que pour eux, c'est quand même intéressant d'avoir une solidité au niveau des pilotes. Mais c'est quand même aussi un témoignage, comme tu dis, que le marché n'est pas forcément extensible. Il y a pourtant beaucoup de pilotes, on les voit en ELMS, en LMP2 notamment, qui ont envie, qui ont les crocs pour monter, mais on a plutôt été sage et on a pris le choix de la sécurité, quoi. Conservateur, je dirais. Ouais, c'est ça. Ça m'a un peu. Enfin, oui, j'ai suivi ça de loin. Et dommage, parce que au Rookie Test, par exemple, j'ai pas la liste complète, faudrait que je la retrouve, mais on a Alex Quinn notamment, qui fait partie des clients. Et qui va tester pour Peugeot avec Mathias Bech. Mathias Bech, c'est plus, je pense, un cadeau, parce qu'il le mérite depuis des années, et il va découvrir enfin l'hypercar, lui qui avait roulé avec Rebellion. Mais Alex Quinn, j'y crois vraiment. En plus d'être sympa, il est vraiment très rapide. Je pense que si un constructeur d'hypercar peut se pencher sur son cas, ça serait pas de refus. En tout cas, ça va être le sujet post-Bahreïn. Après, pendant l'hiver, ça va être qui va où, c'est qui clair. fait quoi. James Calado, t'as vu, maintenu chez Ferrari, hein. Oui. Lui, c'est bon, il est revenu chez Ferrari, Giovinazzi est confirmé, Niklas Nielsen également, voilà, on est dans la stabilité peu Calado, à la Toyota. Calado, on pensait quand même qu'il allait se barrer, non? C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on pensait, c'est ce que j'avais entendu, et puis finalement, il a peut-être pas trouvé ailleurs aussi, tu vois,
ce marché des transferts, il a été assez prolifique au début, puis là, ça se calme un petit peu. Chez Genesis, on a donc Mathis Jobert, on a Dani Unkadela, et potentiellement Mathieu, Jam Jam. Ouais. C'est ce qu'on entend. Ouais, chez Genesis, de toute façon, il y a que Jamie Ça fait Chadwick. longtemps qu'on en parle. Il y a que, ouais, il y a que Jamie Chadwick qui a pas franchi le step, quoi. Si, Bah, elle est prolongée dans le Trajectory oui, Programme et d'accord. c'est normal. Il faut continuer de la former. Elle sera en ELMS l'année prochaine, toujours avec Idexport. Voilà, c'est super important de pas envoyer les gens quand ils sont pas prêts. Exactement. Mais ça, on l'avait dit. Tu sais, on l'avait dit parce que quand on était au 24 heures du Mans, moi j'avais fait une interview avec Jamie Chadwick pour le site officiel et elle me l'avait dit en fait. Elle m'avait dit clairement, non, mais je serai pas dans la caisse en 26 quoi. Je serai pas en hypercar en 2026 parce que tu sais, il y a toujours ce côté, voilà, on attend quel constructeur va être le premier à titulariser une femme pilote en hypercar et À quand laquelle Ferrari va titulariser Lilou? et laquelle, ouais voilà, laquelle serait-ce, enfin tu vois, on se demande donc. Et bah, clairement, Jamie Chadwick, elle était sur la bonne trajectoire, effectivement, avec l'arrivée Ah de oui, Genesis, ce le programme, la podcast. montée en compétences, et puis bah, voilà, bosser avec des pilotes. Alors, il y a du jeune, mais il y a aussi André Lauter qui, je pense, a apporté. Elle fait toute une saison LMS. Enfin, elle était quand même dans les meilleures conditions, mais moi, elle m'avait dit de manière assez humble, et je pense que tu l'avais croisé aussi. Elle veut pas brûler les étapes, et clairement, bah non, 2026, ça n'a jamais été envisagé, quoi. Donc, c'est marrant. Alors, moi, vu le package qu'on a au niveau des pilotes, je suis quand même vachement déçu de savoir qu'il y aura majoritairement des duos en 2026. Parce que Ah, quand bah ça, on est t'as, d'accord. voilà, tu l'as dit, André Lauterer, t'as Pipo Derani, Mathis Jobert, Dani Unkadela, potentiellement Paul Lousset et peut-être un Mathieu J, je me dis que ça a de l'allure, quoi. Ah bah non, mais clairement, ça a une bonne gueule, hein. Mais comme Donc, en tout cas, pas à voir. de Jimmy Chadwick pour l'instant. Et après, Non, 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 tout à fait. et même après, On tu la sais, prépare, je me on dis, la prépare. une fois que les places sont verrouillées, on le voit bien, le marché, une fois que t'as un volant dans une hypercar, ça va être compliqué quand même de lui Ça faire peut de la place aussi, bouger. hein. Oui, oui, ça peut bouger, Ah mais non, ça peut bouger, ça peut bouger. Après, chez Alpine, tu vois, je sais pas quel est le pilote qui pourrait venir. Moi, je trouve qu'elle est séduisante, cette équipe, donc pour venir épauler ses petits camarades et pour remplacer un Mick Schumacher qui, a priori, serait en partance vers les US, mais pas vers Cadillac ou McLaren, mais plutôt vers l'IndyCar. ah oui, J'ai été assez surpris, mais il n'a pas abandonné son idée de rouler en monoplace. Et je bon. pense qu'il peut faire de bonnes choses hein, Ah en oui, oui, IndyCar avec oui. potentiellement l'équipe Rahal. C'est ce qu'on a entendu. Donc il y a un baquet qui est dispo si vous avez une licence, il y a un baquet dispo chez Alpine, Voilà. quoi. Exactement. Si vous avez la foi, eh bien, venez Mhm. vivre la vie en bleu. Ah, parce que attends, il reste sur une victoire. C'était tellement émouvant, c'était génial avec Ferdi Habsbourg. Alors, je sais pas s'il va rester non plus, Ferdi, mais il a gagné avec bah, évidemment Charles Milesi Mhm. et Paul Louchatin. Donc c'était beau. Voilà, ils vont arriver en tant que dernier vainqueur en date Ouais. à Bahreïn. Donc ça va être sympa. Ah, mais je savais pas qu'il allait peut-être y avoir autant de baquets à combler chez Alpine, tu vois. Je pensais que ça allait. Ben Ok. ouais, ouais. A priori, mais Remettez-nous. tu sais, l'arrivée de Genesis a plutôt ouvert les possibilités. Et puis bientôt l'avenue de Ford et de McLaren, quand Ouais. même, faut pas oublier. Donc Bah, il va y avoir des places. ouais, après, Certains sont peut-être en train de préparer ça aussi, hein. je pense que pour le coup, je pense qu'on va avoir des programmes assez. Enfin, McLaren, je pense qu'il va y avoir un côté très United et donc prolongement. Oui, C'est tout à peut-être, fait. comment dire, c'est peut-être Aston Martin qui va le plus se faire détrousser parce qu'ils vont peut-être récupérer du Tom Campbell ou du Harry Tincknell ou des gens comme ça. Et le programme Ouais. Ford, je le Bah, vois. c'est les deux seuls qu'on peut débaucher, j'allais dire, parce que Oui, Marco voilà. Sorensen, il est exceptionnel, mais il est vraiment Non, non, brandé Aston Martin. Je le vois pas encore partir, et quoi. le programme Ford, je pense qu'il aura peu d'impact sur le marché parce que je vois bien du gros pilote ricain et du fidèle Ford. Je sais pas, Bill Oberlin, il doit avoir une canne, il doit avoir un déambulateur, mais Non. tu vois, non, mais tu vois ce que je veux dire. Je pense qu'ils vont arriver avec leur truc et enfin, tu me diras, en 2016, c'était un peu différent. Ils avaient quand même recruté du Andy Prio, Et ouais, non, non. du Bourdet. Je vois. Ouais, je sais Attends, et pas. puis qui sera en exploitation de Ford? On ne sait pas encore, hein. Imaginons que Ford s'appuie quand même sur une équipe pour exploiter le Penske. programme et que cette équipe soit peut-être Roger P, par Ouais, c'est exemple. ça. Ouais, bah oui. Bah, ça serait pas mal, hein. Je sais pas. Ok. Bah non, peut-être que je Alors me là, suis emporté. Peut-être que il y ça a va une avoir vraie un impact. question. Oui, t'as raison. Pour l'année prochaine, il y a une vraie question quand même hein, concernant Porsche, parce qu'on parle de Penske. L'année prochaine, donc Proton a une voiture engagée. Si il n'y en a pas de deuxième, et c'est ce que tu m'avais reprécisé, et c'est tout à fait vrai,
s'il n'y a pas de deuxième, il n'y aura pas de Porsche au Mans, hein. Enfin, je veux dire, il n'y aura pas de Porsche en WEC et il n'y aura pas de Porsche au Mans, quoi. Donc, même s'ils ont les tickets, les machins, je pense que Lodenbar, il pensait être invité et avoir fait le forcing, même Non. en se désengageant du WEC, de venir aux 24 heures du Mans. Au tout début, j'y ai cru, moi, hein. Et puis, le WEC ne veut pas flancher. Et donc, il faudra qu'il y ait 2 Porsche officiels, ou en tout cas quasi officiels, avec Proton, avec Penske peut-être, ou avec une alliance entre les deux. Sinon, on n'aura pas de Porsche au Mans, quoi. C'est la jurisprudence Lamborghini, quoi. Lamborghini a fait ça l'année dernière, n'a pas participé au WEC. Ils ont participé que aux manches longues de l'IMSA, mais ça compte pas pour avoir droit de prétendre à une place aux 24 heures du Mans. Et ça, je pense que c'est bien, parce que en fait, c'est pour solidifier aussi le WEC, on l'a dit, hein, un petit peu à l'instar de la F1. Voilà, on a les constructeurs qui sont là, et l'idée, c'est de les avoir le plus longtemps possible, quoi. C'est là où on n'est pas d'accord, mais... Moi, je sais. Ouais, je sais. Non, mais voilà, moi, j'aime bien me dire que les 24 heures du Mans, c'est une course sur invitation et surtout sur des wildcards, en fait, de réunir le meilleur du monde entier, même si tu fais pas ta saison. Mais bon, en ce moment, ils sont dans une position différente et en vrai, le fait que Porsche ne continue pas en WEC, ça enlève une sacrée épine du pied, je pense, aux organisateurs, dans le sens où, bah voilà, ça fait de la place et ça permet de récupérer des box. Attends, 3, parce qu'en plus, c'est pas encore sûr. Bah aussi, non mais... C'est pas encore sûr. S'il y a Porsche Proton qui engage des voitures, bah, au pire, il peut y avoir la 3e Porsche. Oui, voilà, c'est ça, il n'y aura qu'une seule invite pour Porsche Moto. Mais ouais, je sais pas si... Oui, on verra. Ça peut se faire, effectivement. On verra, mais là, dans ce cas-là, ça peut peut-être changer la donne. Bon, bref, en tout cas, on a parlé assez de Porsche. Cela dit, je sais pas si on en a assez parlé, parce que j'ai une stat là-dessus. Porsche arrive en tant que leader en LMGT3 et est encore capable de gagner le titre en hypercar, on l'a dit, avec la 6. Ils ont quand même gagné en tant que marque cette finale du WEC avec la Porsche LMP1, avec la Porsche Team Manthey, avec la Porsche Abu Dhabi Proton, avec la Porsche Project One, avec l'équipe Porsche officielle GT en LM GTE Pro et avec les Iron Dames. Ok, c'est vrai. Ils sont pas dans leur jardin, mais enfin pas loin quand même, hein. Quand il n'y a pas de contact avec des Ferrari, effectivement, ça gagne. Ouais. Ça gagne, hein, effectivement. Alors moi j'ai une autre petite stat aussi pour parler de Bahreïn et ça va nous permettre de parler justement de la lutte pour le titre avec notamment une Ferrari privée. Est-ce qu'une Ferrari privée peut être championne? Ça serait quand même déjà jamais arrivé dans l'histoire du WEC récente. Et après je vais faire appel à tes connaissances. C'est en 2023. Robert Kubica et Rui Andrade avaient réussi à décrocher le titre en LMP2. Est-ce que Kubica peut décrocher le titre en hypercar? Alors il peut, oui il le peut, puisqu'il n'a que 13 points de retard. Et Andrade pourrait décrocher lui le titre en LMGT3. Il a déjà été titré en ELMS avec l'équipe TF Sport. Ça peut faire un double titre pour Andrade. Est-ce que tu y crois, toi, à la victoire d'une Ferrari privée, entre guillemets, sur un championnat du monde? C'était arrivé déjà à l'époque du groupe C ou pas? Oh là, tu me tends un piège là. Oui, non, mais c'est juste pour te dire, voilà, pour essayer de se projeter en se disant, mais attends, une équipe privée peut devancer des équipes officielles. Ouais, quoi. mais ah là, tu veux me faire réagir, je sais comment tu m'actives. Ouais, c'est faussement c'est pas vraiment privé. une équipe privée, quoi, c'est ça en fait. C'est le truc, c'est que... En vrai, moi, ça me choque pas. Tu vois, alors là, pour le coup, tiens, je vais faire un lien avec l'actu. Il y avait, pas le week-end dernier, mais il y a 10 jours, les Ferrari Mondiali, le truc, l'événement, tu sais, qui clôture la saison Ferrari, où tu as tous les programmes sportifs, tu as les meilleurs clients, enfin, etc. Là, c'est la grosse fête, c'est la grosse teuf en Italie. Et ils ont... Alors, sauf si vous me trouvez une autre image, mais pour moi, c'est la première fois que les 3 Ferrari 499P victorieux aux 24 heures du Mans étaient réunis. En fait, il n'y a pas eu cette année les célébrations habituelles de ça roule, ça roule devant le bâtiment officiel, ça roule dans la ville, on klaxonne dans tous les sens, on est content. Il n'y a quand même pas trop eu. Ah, il n'y a pas eu. Bah moi je les ai pas vus en tout cas. Ou alors, on n'a pas trop communiqué. Bon, je t'avoue, après le Mans, moi en général je me mets dans un caisson à oxygène et je m'éloigne de tout ça pendant quelques temps, mais je pense pas avoir vu ça. Pourquoi? Bah parce que il y a cette fameuse notion de la jaune elle est privée quoi, donc c'est pas vraiment une voiture officielle, mais bon quand même si, mais c'est pas clair, ils ont jamais clarifié. Moi les échos que j'ai... Non, bien sûr. Moi j'ai des échos à chaque fois très différents, c'est-à-dire que j'en ai via des sources plus ou moins internes, officielles, etc. J'en ai par d'autres observateurs. Ouais. De ce que j'en comprends, c'est que c'est un montage, mais ça c'est connu. C'est un montage financier, administratif, qui fait que ce sont des structures différenciées, d'accord? La voiture jaune n'appartient pas à Ferrari, elle est vendue à un client, c'est ce que je comprends. Par contre, après, là où c'est flou, c'est quelle est la dose de partage de données entre les équipes, quelle est la collaboration possible. On sait qu'il y a eu des ordres d'équipe, enfin je veux dire,
Ah ben, Il- honnêtement, aux 24 heures du Mans, on va pas dire ce qui s'est vraiment passé, mais enfin, je crois pas qu'on voulait que la 83 gagne, hein, et je pense que ça s'est joué à Robert Kubica, qui de toute façon nous a fait un peu comme, tu sais, je vais faire le parallèle avec Sebring 2011, où t'as la victoire de l'Oreca Peugeot face au Peugeot officiel. Eh ben, t'avais un peu le Robert Kubica de l'époque, c'était Olivier Panis qui a résisté à Olivier Kennel, quoi. Et j'en profite, et j'en parlais dans C'est comme ton actu, mais Hugues de Chaunac m'en a reparlé. Ah ouais, qu'en fait Peugeot voulait pas que ça soit la Exactement. cliente qui gagne. Non, mais Eh ben non. là Et là, c'est t'avais ça. un peu, tu sais, comme à l'époque de la Formule 1 où t'as Jean Todt qui va sur le muret Sauber Ferrari Hmm. en disant ça serait pas mal soit de bloquer quelqu'un, soit de laisser passer les Ferrari. Enfin voilà, ça serait bien quoi. On pourrait vous faire des prix l'année prochaine. Donc ouais, je pense que Le Mans, ça s'est beaucoup joué au fait que Kubica, en vieux capitaine, en vieux pirate, s'est dit attends, il y en aura pas d'autres des opportunités. C'est Et clair. J'ai connu 2008, j'ai raté le titre. Je ouais, peux te non, dire que franchement, là, c'est tant mieux, et je trouve que c'est tant mieux. Mais voilà, j'ai l'impression que maintenant il y a une espèce d'acceptation, tu vois, oui. du truc. Et donc, bah, si elle gagne le titre, écoute, pourquoi pas? Enfin, moi, en fait, oui, c'est vrai que Mais moi j'aimerais. c'est un Tu peu sais un quoi? désaveu J'aimerais. pour Je les sais pilotes pas. officiels, mais bon, Ben voilà. Je ne sais pas si ça serait une bonne chose pour le championnat, mais pour l'histoire, j'aimerais. Déjà pour ouais. Kubica, je sais pas s'il est si sympa que ça, j'en sais rien, je le connais pas personnellement, mais je trouve que l'histoire serait belle. Avoir un Chinois champion, bah, Ouais, mine de rien, c'est aussi, quand ouais. même l'ouverture aussi sur l'avenir. Et puis Phil Hanson, bah, voilà pour sa contribution à l'histoire du sport et au financement de certaines équipes. Voilà. Ouais, non, mais si, moi j'aimerais bien, effectivement. Je m'étais pas posé la question. Donc toi, Et je sais, c'est pour ça que je te la pose. Ouais, non, c'est bien. Et après, c'est aussi, alors là je vais peut-être un peu plus loin, mais ça c'est aussi quand même ça serait une belle façon de montrer que, même si on le sait, c'est pas une voiture vraiment privée, mais dans l'esprit quand même, ça serait pour moi un peu une ouverture sur, regardez, enfin, un message aux constructeurs, euh, faites l'effort de proposer des voitures à des privés, en les Ah soutenant un oui, peu, parce que bon, j'ai quand même l'impression que Proton, il galère avec la 963. Là, pour le coup, je sais ouais, qu'ils ont aucune info. Ils ont eu la version mise à non, jour, on leur a même pas donné le mode d'emploi, genre démerdez-vous, c'est dingue. découvrez ce qui a changé. Mais tu vois, je trouve que si t'as une voiture privée qui arrive à Le jeu gagner, des 7 non différences. mais c'est incroyable quand même, de la part de Porsche. Mais Porsche fait vraiment de la merde, hein. C'est incroyable, je trouve. En termes de gestion, c'est incroyable. Peut-être que l'année prochaine, ça sera pas pareil parce que comme Porsche n'est pas officiellement engagé, moi je me dis que Roger Penske, il a peut-être envie quand même de ne pas délaisser ce programme. Il aurait bien envie, lui aussi, de pouvoir aider à gagner Porsche parce que c'est quand même, c'est pas un désaveu, mais à la 963 qui aurait pas gagné Le Mans, la seule Porsche de l'histoire en proto a pas gagné Le Mans. Bon, pour l'équipe Penske, ça la fout mal quand même. Ouais, puis surtout que c'était leur défi, enfin, c'est pas le seul truc qui lui Ah reste à oui, gagner, mais enfin, pas loin, quoi. Mais bon, moi, je pense sincèrement que comment dire? Si on a une vraie stabilité réglementaire, peut-être c'est plus ou moins convergence entre les règles. Bref, si la CO tient une position solide et la FIA aussi, je pense que Porsche reviendra. Il va y avoir de meilleurs jours, hein. On va trouver des bien sûr. solutions en termes économiques. Porsche, je pense pas que Porsche va s'effondrer demain. Donc je pense qu'ils reviendront. Et ils reviendront en gagnant. Est-ce que ça sera avec la 963, avec la 963B? Je sais pas, mais pour moi, en tout cas, c'est plus une pause qu'un Bien sûr. qu'un retrait définitif, tu vois. Et attention, parce que Porsche a gagné en IMSA, donc c'est un nouveau titre pour Roger Penske. C'est Je crois vrai, ouais. que chaque année depuis 2012, il gagne des championnats dans lesquels il est engagé. Et puis attention, en LMGT3, ça peut gagner pour Porsche, hein, donc on est vraiment pas du tout sur une saison à oublier pour Ah non, Porsche, mais loin de carrément là. Et pas. là, il y a Lorin Heinrich en plus qui arrive. Et ça fait partie du 9e champion de l'IMSA en catégorie GT à intégrer le WEC. Tu vois, après Dan Cameron, Earl Bomber, Lawrence Vanthoor, Jordan Taylor, Matt Campbell, Mathieu Jaminet, Roman De Angelis et Alexander Sims. Donc on a encore quand même des pilotes qui sont là. Ok, Mathieu Jaminet s'en va. Mais Lorin Heinrich arrive, ça c'est plutôt bien. On a donc Julian Lower qui est là aussi. Enfin, on a quand même cette construction sur l'avenir, hein. Non, mais carrément. Je trouve ça bien qu'il arrive d'ailleurs, Heinrich. Ça faisait un petit moment. Ouais, je suis d'accord. Il a gagné la Cup, allemande j'aurais dit 2 fois, je crois. Ouais, je crois. Non, peut-être une. Enfin bref, mais c'est un pur produit Porsche, mais qui. Je trouve qu'ils ont mis du temps à l'amener jusque là. Ouais, je J'aurais suis vu ça d'accord. plus tôt.
Et alors, quand tu dis que le marché des transferts est assez faible finalement, ou peut-être Ouais. restreint, on parle de Michael Christensen qui nous ferait une Stoffel Van Dorn, qui pourrait finalement peut-être rester en 2026. Alors que Christensen, il n'est pas engagé à Bahreïn, on se dit pas que ça va être le pilote d'avenir. Eh ben, ils sont peut-être ils sont peut-être bien contents de le garder finalement. C'est étonnant, hein. C'est vraiment Ah étonnant. mais complètement. Après, Je comprends pas. Je comprends pas. ouais. Surtout qu'il y a d'autres pilotes, hein, mais bon, bah écoute. Et puis pareil, on n'aura plus de Jenson Button. Oh là 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 là, mais quelle déception. Non, je rigole. Pour Cadillac. Faut que je lise sa bio, hein. Ça fait partie de mes défis de cet hiver. Faut que je lise son autobiographie. Je l'ai toujours sous blister, hein. Je l'ai pas, Ah ouais. pas ouverte. Ouais, faut que je Bon, tu peux la revendre je discrètement. vous en partagerai les meilleures feuilles. Ah oui, ah bah, j'espère bien. Non, mais après Jenson Button, j'ai rien contre lui, mais je pense qu'il est pas assez impliqué en endurance. Et c'est dommage pour Sébastien Bourdet. Je suis un peu agacé pour Sébastien, donc c'est pour ça que je suis quand même content que Jenson Button puisse enfin dire stop. Allez, c'est fini, stop the count. Non, mais on le savait mais dès bon. le début. Il était pas là dans la même logique que tout le Oui, monde. Enfin, c'est évident, quoi. on est d'accord. Ouais. Alors en tout cas, Cadillac ne peut plus viser le titre, hein. Peut-être la deuxième place au général face à Porsche, mais en tout cas, face à Ferrari, c'est trop tard. Il n'y aura pas assez de points sur la table. Donc Cadillac, je trouvais que c'était une belle saison avec pas mal de pole position aussi, Bah ouais, ouais. quelques rendez-vous ratés. Mais bon, à voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas nous refaire une Qatar 2025. Non, mais ils ont eu mais bon, Cadillac, voilà, trois premières lignes, seront là. je crois. Ils ont verrouillé 3 fois la Oui, première ligne. Bah, le Qatar, effectivement, tu l'as dit. Il y avait quand même une démonstration avant ce fameux cette collision, mais il y avait quand même un bon sentiment de ah oui, force. Enfin, cette voiture, elle a un vrai truc. Après, bah, ça manque de transformer en course. Enfin, ça a ouais, transformé on va au voir. Brésil, mais Je voilà. pense. Alors pour eux, tu l'as dit, je pense que ça va pas le faire ce week-end parce qu'ils perdent beaucoup de Oui, oui, oui. puissance en dessous de 250 et ils ont du poids en plus. Oui. Donc là, je pense que Cadillac, on les verra pas ce week-end. Donc c'est pour ça qu'on va pas s'étendre là-dessus. BMW, ben, on espère pour eux que ça finisse bien, notamment pour l'équipe de Vincent Voss en vue de 2026. Je suis pas très confiant non plus sur BMW, qui pourrait quand même encore une fois rester derrière Alpine au championnat, parce que l'année dernière ils avaient terminé Oui, 5 c'est vrai. derrière C'est Alpine, vrai. et cette année Alpine est 5e du classement constructeur devant BMW. Donc à voir, ils n'ont que 21 points de retard sur Toyota, hein, Alpine. Donc ça peut peut-être le faire si Toyota ne vit pas le week-end qu'on peut se projeter ou qu'on peut imaginer. Ouais. Là, on est sur le gros. Ouais, pas plus. Non, mais Bon, sur le gros d'accord. péto. Non, mais moi, je regarde de France. Ouais. Euh, Non, mais je sais bien, toi tu regardes devant. ouais. Attends, parlons de Peugeot avec Théo Ah, oh là Pourchaire, on l'a là, dit, qui Peugeot. sera titulaire. Ah bah oui, moi je suis très content de voir Théo Pourchaire être engagé sur un championnat officiel. Alors il n'est pas resté sur une super performance à Portimao, faut bien le dire, hein, avec l'équipe Algarve Oui, Pro oui, Racing, on ouais. s'attendait à beaucoup mieux. Donc à voir si il est capable de s'adapter facilement avec la Peugeot. C'est le 4e champion de Formule 2, c'est un championnat que je connais bien sur Canal, donc j'en profite, à atteindre la première catégorie du WEC, hein, parce que Nick De Vries est arrivé chez Toyota, Mick Schumacher, on le sait, chez Alpine, et puis Felipe Drugovich chez Cadillac. Donc voilà, finalement, la Formule 2, c'est peut-être un pourvoyeur de talent pour l'endurance. Donc à voir ce que ça peut donner. Ouais, non, mais carrément. Ouais, pas plus On à avait dire. cette Bon, idée-là. gros péto. Non, mais on avait cette idée-là ensemble. Je me souviens, je te l'avais envoyé un truc en parlant de Victor Martins aussi. Enfin, c'est vrai que. Oui. Ah bah qui pourrait peut-être venir aussi. C'est pas encore fait, Ouais. mais peut-être que on pourrait en parler chez Alpine l'année prochaine. Donc, il sera Théo Pourchaire, il est sur la 94, hein, avec Duval Oui, tout à et fait. Jacobsen. Ouais. Puisqu'il remplace Stoffel Van Dorn qui reviendra l'année prochaine. Voilà. C'est normal. C'est un test. C'est un grand test. Tout va bien. Ouais. C'est un grand test, c'est la grande roue. Mais non, mais ils se sont fait piéger un peu dans cette situation, je pense, Peugeot. Donc on va voir, parce qu'ils avaient des clients hein, quand même potentiels. On sait que Nick Cassidy l'année prochaine sera là. Mhm. Donc on verra comment ça va s'organiser. Mais je suis plutôt confiant, moi, pour Peugeot l'année prochaine. Une belle évolution en cours, encore un podium. Donc c'est une belle fin de saison pour Peugeot. Et je pense qu'à Bahreïn, ça peut aussi Bah, être intéressant parce qu'ils sont quand même pas si mal. moi, Voilà. j'aimerais bien en savoir plus sur la caisse, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après, enfin, tu vois, parce que tu dis que t'es Ah bah je sais confiant pas. pour 26, ouais, oui, mais Non? Ouais. si, mais où en est rendue la voiture? Ce qui est bien, ce qui est peut-être une bonne chose, c'est que je sais pas s'ils sont en avant, s'ils sont en retard, mais Peugeot, ils ont toujours eu du retard depuis qu'ils sont arrivés, parce qu'ils sont arrivés sur une mi-saison, déjà, le truc qui se fait plus aujourd'hui, mais ils sont arrivés en Ouais. 22, donc en mi-saison. Ils ont fait arriver l'évolution en 2024 à Imola, donc pas la première course. Enfin, ils ont toujours été en retard. Et par contre, ça communique beaucoup, hein. Ça envoie du communiqué de presse, ça va sur les réseaux sociaux, mais bon, ça avance pas. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un peu plus de discrétion.
Donc Ouais. peut-être que le focus est mis sur le travail. Je dis pas qu'avant ils travaillaient pas, hein, mais je dis juste que là, sans doute qu'ils vont peut-être être dans le timing et nous sortir la voiture qui va faire la différence. Je le souhaite vraiment, hein, je le souhaite sincèrement. Eh ben écoute, on le souhaite tous. Et puis Aston Martin qui a fait une bonne perf aussi à Fuji et qui s'est montré. Alors bon, ok, il y a eu une erreur. Malheureusement, Tom Gamble a fait la boulette. Aïe, 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 la boulette. L'Aston Martin Hypercar qui vient taper l'Aston Martin LMGT3. Bon, ça c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, on va voir si Aston Martin peut peut-être tirer son épingle du jeu, peut-être viser une 5 6e place, Mhm. à voir, mais bon, là je suis un petit peu moins confiant quand même pour l'épreuve de Bahreïn. Passons rapidement au LMGT3 quand même sur cette présentation globale des 8 heures de Bahreïn avec potentiellement Porsche, donc on l'a dit, qui pourrait s'imposer, mais pas sûr quand même que ce soit si facile parce que elle va être lourde cette Porsche et ils n'ont finalement que 105 points, soit 11 de plus que la Ferrari d'Alessio Rovera, François Heriot et Simon Mann, hein, l'équipage de chez Monte First Form. Je sais pas s'ils vont être en First Form ou si Ferrari peut peut-être finalement faire le coup double. T'y crois ça? Victoire en LMGT3 et victoire au titre, hein, je veux dire, en Hypercar. Ouais, j'y crois. Ah bon? La C'est 20 la vrai? 21, elle est quand même. Ça me fait pas rêver sur le papier, tu vois. Mais, Ah, mais, mais mince. c'est efficace. Non, mais en vrai, c'est efficace et. C'est quoi? Il y a une réussite. J'ai pas les vainqueurs en tête à Bahreïn. Bah, il reste sur une deuxième place à Fuji, Ouais, mais donc à pour Bahreïn, la c'est quoi 21. l'historique à Bahreïn? Enfin, il y en a où je m'en souviens quand même. Ouais, si, c'est plus Porsche, tu le disais. Sauf, bon, une certaine année où ça a moins réussi pour Porsche en GTE Pro. Oui. Mais non, si, je pense que ça peut le faire. De toute façon, là, c'est quoi? Bah, C'est l'année c'est celui qui dernière, finit devant c'est qui. Ferrari, C'est justement. celui qui finit devant qui gagne, quoi. Je crois, avec le système de points, on va faire les calculs, mais l'année dernière, c'est quand même la Ferrari, justement, de Rovera, Ouais, ouais, Herriot ouais, et ouais. Mann qui a réussi à s'imposer devant la Corvette de Andrade, Eastwood et Van Rompuy. Donc, à voir, c'était une belle lutte, on se souvient jusqu'au bout. Donc, c'est vrai que ça peut peut-être le faire pour Ferrari. Moi, je serais content. Un titre français avec François. Herriot, ça serait vraiment génial, hein, mais bon, voilà, c'est pas fait. On sait que c'est Porsche, c'est vrai, qui avait réussi à s'imposer. Les Iron Dames avaient gagné en 2023, 23, hein, ouais, en GTE. quand même. Ouais. Donc, donc mine de rien, bah voilà, ça avance bien. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, GTE Pro, GTE AM, ben Ferrari gagnait en GTE Pro. Donc Mm, mm. pourquoi pas? Moi j'y crois quand même à cet équipage. Donc à voir ce que ça peut donner. Mais je dirais quand même qu'il faut pas oublier non plus la performance donc potentiel de l'équipe TF Sport qui reste sur une saison Ouais, très incroyable. très fort. C'est-à-dire Très très qu'en fort. ELMS, ils ont gagné en LMP2 Pro-Am, ils ont gagné en LMGT3, au Mans, ils ont fait des super résultats, ils restent sur une saison de WEC plutôt assez encourageante. C'est peut-être eux finalement qui peuvent créer une belle surprise parce que ils ont 81 points et c'est bon, c'est quand même une vingtaine de points. C'est 24 points de moins que la Porsche, ça part de loin. Mais si Porsche est pas à l'aise avec la balance de performance, attention. Moi, je mettrais peut-être une petite pièce soit sur Ferrari, soit sur TF Sport. 81 points comme le numéro de la Corvette, c'est pas mal. Euh, Exactement. Après, oui, enfin, comment dire, c'est un circuit où je me souviens effectivement que la Corvette était en forme. Je crois même qu'il y avait une Oui. pole l'année dernière, non? Je dis pas de bêtises, je sais Ah, ça, plus. je crois que oui. Avec Koizumi. Non. C'était avec qui? Non, c'était United qui avait fait Ah, la c'était pole. United, bon, je dis n'importe quoi. Mais ouais, est-ce que, alors, courte digression, parce que le temps passe, mais Ah, courte digression, courte digression. sommes-nous face à la dernière apparition d'Iron Dames en compétition? Aïe, aïe, aïe. C'était la question à ne pas poser. On va biper. Non, non, honnêtement, je pense pas en Moi non plus, WEC. moi non plus, mais bon. Je pense qu'en WEC ça va parce que c'est un programme qui coûte pas trop cher, dans le sens où c'est Mantech qui est derrière Oui. et qui va s'occuper des voitures et donc finalement on badge un peu la voiture. Et ça serait quand même dommage à plus grand niveau d'arrêter ce programme. Par contre, je te dis pas que ça va continuer en Michelin Le Mans Cup, même en ELMS je suis pas certain à voir, mais comme c'est Iron Lynx qui engage, moi je pense pas que ce soit la dernière fois qu'on voit les Iron Dames en WEC. Par contre, est-ce qu'on verra Sarah Bovy l'année prochaine?
parce qu'elle est silver et que Raël peut-être aurait des envies d'être dans le management. Moi, je milite pour avoir Sarah Bovy dans l'équipage parce que c'est vrai qu'elle fait des miracles. Maintenant, on va voir ce que ça peut donner. C'est une situation qui est pas facile. Là, vraiment, dans l'hiver, ça va se jouer. On sait que Mais ça va être toute la situation Iron Lynx, Prema, c'est pas simple, mais je dirais quand même que les Iron Dames, ne serait-ce que en termes de sponsoring, entre guillemets, seront encore là. C'est bien pour le championnat, faut pas se le cacher, et ça peut être bien pour les pilotes femmes, pour continuer justement d'avoir cette ambition de faire venir des femmes dans la course, quoi. Parce que, enfin ouais, financièrement c'est tendu de ce que j'en comprends. En fait, personne à l'info, hein. Personne ne sait vraiment ce qui se passe, mais en tout cas, il y a un besoin de thunes, clairement. Et donc, moi je pense que ça peut effectivement, il y aura un programme réduit, quoi. On n'aura plus les sorties aux États-Unis en GT World, machin. Déjà, on l'a plus. En Michelin, déjà, Le on Mans, l'a machin. plus. Hein. Je pense que ça va sans doute se focus sur le WEC si ça doit se focus sur quelque chose, ou peut-être le LMS. Je suis d'accord. Seulement. Mais je suis pas sûr parce que le LMS, c'est quand même Iron Lynx qui est derrière. Tu vois, alors peut-être qu'ils peuvent s'entendre avec Proton. J'en sais rien. Mais à voir. Et de cela dit, ils ont commencé parce qu'en Michelin Le Mans Cup cette année, c'est avec Proton Hubert. Hein. C'est pas l'équipe Iron Lynx. Hein. Donc c'est une équipe qui engage le duo Marta Garcia et Vanina X. Donc à voir. Ouais, en tout cas, peut-être que la marque, le côté marketing Iron Dames peut survivre au naufrage, s'il y en a un, si tant il y en a un, de la structure Prema, Deborah Mayer, Claude Schiavoni, etc. Ah, j'espère pas que ça va péricliter, mais bon, c'est vrai que si c'est le cas, en tout cas, ou si ça a réduit la voilure grandement, je pense quand même que l'étendard des Iron Dames, justement, en WEC, va continuer. Ouais, je pense aussi. Je pense, voilà, donc pour répondre à ta question. Moi, j'espère voir les Lexus, tu sais quoi, sur cette épreuve, pourquoi pas. C'est la fin aussi, ça. Victor Toyota c'est la dernière, normalement. En hypercar. Eh oui. Alors, est-ce qu'on aura une Toyota en LMGT3 ? J'avoue que j'ai pas la réponse. On n'a pas encore eu la communication. Quand ils l'ont fait rouler, le premier roulage dynamique de la nouvelle GT3, c'était Goodwood cet été, je m'en souviens bien du coup, et elle était engagée, enfin elle était présente sur la liste des voitures engagées en tant que Toyota. Il n'y avait pas le nom Lexus dessus, donc voilà. Je sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas elle était présente en tant que Toyota GT3. D'accord. Ouais, donc c'est pour ça, moi j'imagine que pour la logique, on devrait avoir des Toyota à la fois en LMGT3 et en hypercar, mais on n'a pas eu l'information principale. Donc affaire à suivre, j'allais dire. On peut peut-être parler des rookie tests quand même en fin de saison à Bahreïn, c'est toujours un moment sympa. J'en ai parlé avec Peugeot notamment, qui fait rouler Mathias Bech et Alex Quinn. Toyota fait rouler Sacha Fenestra et Ben Barnicot. Donc ça peut être pas mal aussi. On se souvient que c'était Pipo Derani qui, en 2016, pour la première fois que le rookie test avait été effectué, avait roulé dans la Toyota TS 050. Il y avait eu aussi Thomas Laurent, à un moment donné, qui avait fait un test dans cette Toyota. Donc c'est plus un cadeau qu'autre chose, quoi, finalement. Oui, c'est ça, c'est le... Enfin, je pense qu'il y a des enjeux un peu différents, mais oui, il peut y avoir un côté... récompense, comme tu dis, on honore un peu un truc. Moi, je pense plutôt ça. Ouais, c'est un mix des deux. Parce que Ben Barnicot, tu vois, il est spécialiste GT3. Je pense pas qu'il soit dans les petits papiers pour être chez Toyota Hypercar. Non. Mais on veut lui faire goûter. Ouais, c'est ça, exactement. On vient en croquer un peu. Et puis, c'est toujours intéressant. Ça rajoute une mini-ligne sur le CV qui est quand même intéressante, quoi. Ouais, je suis d'accord, non, mais complètement. Sacha, c'est plutôt bien, hein, en vrai, de pouvoir le retrouver aussi. Et donc, à voir ce que ça va donner. Aston Martin va récompenser Mattia Drudi, par exemple, pour rouler en hypercar. Lui, pour le coup, étant donné que chez Aston Martin, ils font vraiment monter des pilotes GT maison, pourquoi pas ? Parce qu'il a été exceptionnel cette année en LMGT3. Donc du coup, Geoffroy, on va passer à c'est quoi ton actu, puisqu'on vient de parler des rookie tests. Voilà, on va suivre ça de près quand même. Hein. On aura l'occasion la semaine prochaine d'y revenir peut-être aussi sur notre épisode de récap où l'on célébrera les champions de cette saison 2025. Et voilà, on va passer à c'est quoi ton actu, parce que je veux tout savoir justement. Je sais que tu es en hivernage ou en hibernation. Tu sais que... je sais pas, mais tu es en train de préparer la nouvelle saison. Tu sais que c'est clairement pas la rubrique la plus dense en ce qui me concerne dans cette émission. C'est quoi mon actu ? Écoute, je le disais en intro tout à l'heure en plaisantant, mais on a repris la main, on est plusieurs, on a repris la main sur le site Classic Auto, donc vous pouvez aller visiter Classic, CLA2SIC-auto, AUTO.fr, site qui parle plus de voitures classiques.
mais moderne, ancienne, enfin voilà, voiture de prestige, etc. Et aussi compétition auto classique. Donc voilà, le truc est un peu global sur les anciennes et sur les modernes, mais qui ont un côté prestige, patrimonial, voilà, voilà. Donc là, on sort, il y a au moins un article par jour et on va progressivement reprendre le rythme, publication sur les réseaux, etc. Il y a des trucs qui sont en préparation, en lien Ah avec, oui, d'accord. l'art, en lien avec les bouquins, des parutions, enfin bref, plein de choses qui se préparent. Voilà. Et puis, bah, Époque Auto. Il y a Époque Auto ce week-end à Lyon, salon dédié aux voitures anciennes. Donc, je vais y faire un Ah tour. bah t'es à domicile. Ouais, bah oui, là, c'est tout, c'est à côté de la maison. Là, je sors du jardin et j'y vais. Non, mais j'y vais ce week-end. Enfin, j'y vais ce week-end. Non, j'y vais plutôt vendredi, en l'occurrence. Donc, voilà, Ouais. si jamais vous êtes par là-bas, n'hésitez pas à envoyer un petit, je sais pas quoi. Vous avez pas mes coordonnées. Vous me trouverez. Vous me trouverez sur Insta, sur Twitter, machin. Non, mais voilà. Sur la chaîne YouTube, en commentaire, vous pouvez Ouais, partager. voilà. Voilà. Non, mais je serai là-bas parce que je bosse. Enfin, je vais déjà essayer de nouer des contacts, développer des relations sur le salon, évidemment. J'accompagne aussi un client qui est Troisième Horizon, si jamais ça vous intéresse, qui est organisateur de promenades et de balades, de voyages pour les propriétaires de voitures classiques et anciennes. Donc voilà, ils seront présents sur le salon. C'est des petits événements qui sont comme ça tout au long de l'année. Je sais pas, découvrir les Pyrénées en 4 jours, découvrir la Bourgogne sur 3 jours. Enfin voilà, c'est des virées. Donc je serai présent là-bas. Donc voilà, mon actu, c'est ça, tu vois. Loin de l'endurance, Sympa. entre guillemets, mais toujours lié aux bagnoles quand même. Tu vois du pays. Bah voilà, c'est pas mal. C'est un petit peu ce que je fais dans Eh Trajectoire. Moi, oui. je me balade un peu. J'ai toujours mes trajectoires en stock. Voilà, j'ai toutes les trajectoires, j'ai tous les croquis. Maintenant, il va falloir que je fasse le débrief et que je fasse la séance avec les ingés pour décrypter les trajectoires. Parce que je le disais tout à l'heure, j'ai eu le plaisir d'aller à la rencontre Duc de Chaunac pour l'épisode 2, mesdames et messieurs. Oui, parce que on me demandait justement à l'issue de ce premier épisode qui avait bien plu s'il allait y avoir une suite. Évidemment qu'il y aura une suite. Donc Hugues de Chaunac, vraiment un plaisir, Mhm. un régal de pouvoir échanger avec ce passionné. Et évidemment qu'on a parlé du Mans. Donc voilà, ça sera retrouvé. Je vais pas dire quand parce que ce sera dans Non, non, quelques non. semaines parce qu'il y a plusieurs. Non, non, En bah voilà, on va 2026 essayer peut-être. quand même. 2026, certainement. On va essayer quand même d'être plus efficace sur cette fin d'année. Je vais essayer de suivre un bon rythme. J'avoue que j'ai eu des petits problèmes d'ordinateur aussi. Bon voilà, c'est ma petite tambouille interne. Parce que j'en ai, ouais, je dis 15, 14, 15, 16, je sais plus, épisodes en stock. Donc ça en fait de l'heure d'écoute. Voilà, Ok. Bon, bah, très bien. pas mal. Et puis ce week-end, évidemment, je serai aux commentaires sur Eurosport pour les 8 heures de Bahreïn, donc pour cette fameuse grande finale où l'on verra ce que ça donnera en hypercar et en LMGT3, parce qu'on sait qu'il y a toujours de la bataille et vraiment cette course, elle est géniale. Donc aux alentours de 11 heures samedi Ok. pour le début de course et puis la fin, 8 heures plus tard, hein, évidemment, pour les podiums ensuite. Voilà, ça sera jusqu'à 20 heures, 20h30, quoi, à peu près, Bah voilà. cette course. Donc Ça va voilà, occuper je suis tu vas ravi. occuper le samedi de pas mal de gens. Oui, j'espère en tout cas. Il y a aussi évidemment l'application officielle WEC, hein, bien sûr. Mais bon, si vous êtes sur Eurosport, venez passer un petit œil. Et puis, on pourra échanger aussi, peut-être sur Twitter ou, voilà, ou X, pardon, pour avoir plus d'interaction. Bon, quand même, on a un rendez-vous Ben avant de se oui. quitter dans cette preview de Bahreïn. Je voudrais évidemment qu'on parle de ce jingle magnifique de la Top Question. Et tout de suite, eh bien, on va vous demander les 3 premiers dans l'ordre. On va jouer top position pour la première fois aujourd'hui. Que je change en plus quasiment d'une Alors, semaine à l'autre, hein. Je rajoute des trucs j'ai différents. vu. Là, maintenant, c'est 36-18. Non, 36-17, 36-15. Oh, je sais Ouais. plus, code TF1. Bon, bref, en tout cas, envoyez envoyez l'argent. Envoyez l'argent à TF1 pour la top question de cette semaine. Alors, on avait une question un peu large, voilà, parce qu'on était dans cet épisode historique. Et on a été généreux la semaine dernière. Et on a eu aussi, finalement, un petit peu moins d'inspiration, peut-être. Quels sont les anniversaires aux 24 heures du Mans en 2026 qu'on va fêter. Donc les victoires, on a bien dit les victoires des années qui terminent en 6. Oui. Et il y a eu beaucoup de réponses. Et je suis très heureux de ces réponses sur à la fois en DM, mais surtout en commentaire sous la vidéo YouTube. C'est évidemment le mieux
pouvoir nous permettre d'avoir un seul endroit où regarder. Donc ça c'est top. Ouais. Bon, tu t'attendais à ce qu'il y ait tant de réponses? Non, c'est bien, j'ai eu des trucs. Parce que, on peut trahir un secret. Moi, j'avais eu l'idée de cette question. En fait, j'ai lancé cette idée en ayant peu de choses en tête, en fait. Moi, j'avais en tête Ouais. la victoire, Alors dis-nous, attends, quelle année? Moi, j'avais 2006, première victoire d'un diesel. Et j'avais Ouais. 66, première victoire de Ford au Mans. Oh, mais c'est trop juste, il y en a bien d'autres, bien d'autres. voilà. Et en fait, je me suis Et les retrouvé... autres, ouais, j'avais pas trop réfléchi, donc c'est bien tout ce qu'il y a eu. Non. Et donc, merci à toutes et tous pour les commentaires. Et surtout, moi, je me suis plongé vraiment dans l'histoire des années en 6 parce que j'en ai appris des choses aussi grâce à vous et aussi en cherchant parce que vous n'avez pas trouvé toutes les Alors vas-y, balance. réponses qu'on attendait. Alors, je vais faire dans l'ordre. Déjà, je vais saluer Kiki Endurance Légende, évidemment, Fred, qui a été très solide sur ses appuis, on va dire, qui a pas tout, enfin pas tout été, comment dire, qui a pas tout identifié ce qu'on imaginait. Il y a Cédric également, Cédric Templet, qui a répondu avec quelques points clés, mais il en manque évidemment, mais c'est normal. Hein. Voilà pour ses réponses. Et puis Panos81 aussi, évidemment. Mais je suis déçu parce qu'il n'a pas cité une victoire que je pensais qu'il aurait en tête au vu de son pseudo, évidemment. Ah ouais, Donc, peut-être que je putain, suis bah passé à oui, côté. évidemment. Bah oui, bah je dis pas. Bah, Eh bah ça y est, oui, maintenant bah je oui. l'ai, oui, d'accord. Ah bah voilà, évidemment. Alors je commence par 1926. Donc, 1926, premier triplé aux 24 heures du Mans pour une équipe, donc Lorraine Dietrich. Premier triplé, ça c'était quand même assez intéressant. Et aussi, la première fois de l'histoire que la moyenne du vainqueur a été au-dessus de 100 Ah, km/h. bien joué. Intéressant quand même. Alors après, il y avait d'autres possibilités qui nous ont été données. Première fois qu'une équipe gagne 2 fois d'affilée. Première fois que le record de distance sur 24 heures a été battu depuis une course qui n'avait même pas lieu aux 24 heures du Mans. C'était en 1907 à Brooklands. Mais ça faisait pas partie vraiment de ce qu'on attendait. Voilà, c'est pas des victoires comme au sens qu'on l'évoquait. Donc voilà, premier triplé d'une équipe, pas mal. Et puis donc la vitesse moyenne sur 24 heures, au-delà de 100 km/h. T'imagines, on en a fait Ouais, du non, mais chemin carrément, depuis. c'est intéressant. En 36, alors là, pour le coup, en ce qui concerne les vainqueurs, c'est qu'il n'y avait pas de vainqueur, puisque c'est la première fois que les 24 heures n'ont pas eu lieu. Exact. Donc pas de vainqueur en 1936. Ça, c'est quand même incroyable aussi de se remémorer ça. Évidemment, en 46, c'était la fin de la guerre, donc pas de course, puisque les 24 heures sont revenus en 49, mais ça, c'était hors catégorie. Hein, il n'y a pas de question sur 46. En 56, alors ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu aurais, toi, en 56? Est-ce que tu avais peut-être une idée? Non, pas vraiment? Le Mans 56, Comme quoi, ça, ça va là, à être. brûle pour point? Non, ça peut pas être une architecture moteur ou un truc, parce que attends, moteur Non, avant non, c'est sur une 62, équipe. Sur une équipe. C'est une équipe qui est devenue mythique. Et ben en fait, Écurie. première participation et première victoire de l'écurie Ouais, voilà, bah Écosse sur la Jaguar Type D. Donc en 56, on a eu aussi Fred qui nous a dit, et je l'accepte, j'y avais pas pensé, victoire d'une Lotus au Mans en catégorie 750 ou 1100 cm3. Ouais. Première victoire d'une Lotus au Mans. Pas Ah mal. bah là, si on fait les et alors, victoire à l'indice de performance. Non, mais c'est bon. Ouais. Ah bah il y en a certaines comme ça parce qu'il n'y avait pas toujours des premières C'est vrai, dans c'est les vrai, éditions c'est en vrai. 6, donc j'ai dû en chercher. En 66, évidemment, première victoire pour la Ford GT40. Victoire avec le plus petit écart dans l'histoire du Mans, puisqu'il y avait 20 mètres entre les deux Ford, et on se souvient, au détriment de Ken Miles et de Denny Hulme, malheureusement. Et surtout, première victoire d'un constructeur américain dans une course européenne majeure depuis 1921 et le Grand Prix de France pour la Duesenberg de Jimmy Murphy. Ok. T'imagines ouais, ça? Ok. Très beau, très beau. Incroyable, un constructeur américain, voilà, j'ai trouvé ça. Donc évidemment une victoire américaine au Général au Mans, ben voilà, ce n'était pas arrivé. Pardon, si, c'était déjà arrivé, mais on parlait d'une équipe américaine victorieuse, c'était en 65 avec le Nart. Voilà, c'est pour ça. Et après, c'est juste pour vous rappeler, et on en avait parlé, en 66, ben c'est quand même une année où on aura des vainqueurs par la suite qui vont se distinguer. Il y a tout simplement les débuts d'Henri Pescarolo, Jackie Ouais, on en avait Hicks. déjà parlé, exactement. C'est vrai. Donc voilà, mais ça c'était pas pour les victoires, c'est hors classement. Mais vraiment, on attendait victoire de la Ford GT40. D'ailleurs, eh ben, vous l'avez eu avec Fred notamment. Il y a eu aussi Cédric qui l'a cité. Et puis Panos 81. Donc voilà, celle-là vous l'aviez. En 76, on enchaîne.
première victoire d'un turbo, Ok. d'un moteur turbo Ok. en 76 avec la Porsche 936 turbo, donc victorieuse en 1976. J'ai pas trouvé autre chose, mais par contre Fred nous a dit en catégorie GTP, première victoire pour une voiture créée par Jean Rondeau. C'est vrai aussi, voilà, parce que je sais qu'il est très fan de Rondeau Ouais. et l'association Jean Rondeau est assez active. Donc voilà, je l'avais pas identifié, mais je l'accepte Très évidemment. très grosse, Première victoire d'une très grosse année voiture 76 avec, enfin ça mériterait des épisodes d'histo de ouf, hein. Avec les GTP, mais on va en faire. les GTP qui débarquaient à Daytona, enfin c'est un peu les prémices du groupe C, donc hyper intéressant comme époque. Ah, très bien. Bah, et on peut faire un épisode spécial histo, soit avec Julien ou tous les deux. Ben voilà, où on évoquera ça, quoi. Carrément. Alors après, on arrive. Ah, on a des idées, hein. On arrive en 86. Alors là, j'avais moins de billes, j'avoue. Parce qu'il s'est pas passé grand chose en fait en 86, je crois. Enfin, c'était la domination de Porsche, je veux dire, à ce moment-là, mais il n'y avait pas grand chose. Et quand même, je vais chercher dans les victoires de classe, première victoire d'une voiture 4 roues motrices. Ah oui, avec la 961. 61. Pas mal, hein, quand Ouais. même. Voilà, c'est la seule chose que j'ai identifiée. Je crois que Panos l'avait aussi. Panos 81. Et ah bah Fred aussi. Fred aussi l'avait, donc voilà. Bravo, bravo à vous. On a cherché. 80. En 96, alors là, 96, j'ai eu quelques questions, quelques réponses surtout. Il y en a une que j'avais pas en tête du tout, mais il y en a une que vous n'aviez pas en tête non plus. Première victoire d'une LMP1 au Mans en 96. Oui, La catégorie, je veux dire, exact. qui s'appelle LMP1. Exact. Première Exact. victoire, donc avec l'équipe TWR de Tom Walkinshaw. Et surtout, et ça personne l'a dit, première victoire d'un pilote le plus jeune de l'histoire, Alex Wurz. Et il reste toujours le plus jeune vainqueur de l'histoire au général depuis 1996. Il avait 22 ans à l'époque. Alexander Wurz, qui a gagné, et donc ça a été la victoire d'un pilote d'un pilote le plus jeune, pardon, de l'histoire, même si Julien Il a Handlauer. détrôné quelqu'un, quoi. Je sais pas qui c'était avant, mais oui, c'est ça. Non, je sais pas non plus. J'avoue que ça, Oh, pour putain, le coup, j'ai pas cherché Je- plus. Si vous avez la j'ouvrirai réponse, l'annuel n'hésitez pas. 96. Ça sera un petit Ouais. bonus. Voilà. Et on dira qui il a détrôné. Julien Handlauer, par contre, lui, a été le vainqueur le plus jeune. Il avait moins de 19 ans en catégorie en 2018. Exactement. Mais ça ne compte pas comme le plus jeune vainqueur de l'histoire, puisque c'est toujours Alex Wurz. C'est fou de se Et dire ça. Julien Handlauer, Quasiment 30 ans Julien après. Handlauer est né le même jour que Phil Hanson, non? Je crois. Je sais plus. Ah bon? Ouais, en fait, parce que 2018, du coup, Ah bah alors là, j'en ai aucune idée. bah, ça, je l'avais en fait. 2018, Julien Handlauer, ça, je le savais parce que Ouais. parce qu'en fait, j'avais vérifié. Alors, je sais plus si c'est avec Phil Hanson ou avec un autre pilote, mais en gros, ils ont la même date de naissance, et donc j'avais appelé Julien Ouais. pour savoir son heure de naissance. Ah, c'est Premier bon, ça. contact que j'ai eu avec Julien Handlauer, c'était au fait, voilà, je voudrais savoir à quelle heure t'es né. Attends, Il dit, qu'est-ce parce ça que peut se faire Phil Hanson avait... Non, attends, Phil Hanson avait gagné en 2018? Non, mais pour le fait que ça soit le pilote le plus jeune au départ, déjà, avant d'avoir gagné, déjà, c'était le plus jeune au départ. Et Ok. en fait, c'était ça se jouait à, je sais plus, il y en a un qui est né à 2h du mat et l'autre à 10h, donc bah voilà. Et donc c'était Julien qui était le pilote le plus jeune de l'édition, je crois. Cocorico. Voilà. Bon, bravo. Bah, ça, tu vois, c'était un truc que je ne savais pas. Donc, je vais vérifier. Phil Hanson qui pourrait décrocher le titre, on l'a dit, avec Ferrari privé à Bahreïn. Donc, voilà, pourquoi pas. On enchaîne. On passe de 10 ans et on arrive donc à ce que tu nous as présenté. 2006, première victoire d'une voiture diesel, Ouais. une Audi R10 TDI. Pour la plus grande joie de Fred, évidemment, qui est passionné par le mazout. C'est vrai que, bon, voilà, ça peut Et Victor arriver. Panos, alors t'as J'ai raison. oublié en 96. Bah, attends, pardon, excuse-moi, en 96, c'est brouillon, mais j'ai oublié. C'est Fred qui me l'a dit, mais je l'avais pas du tout en tête. En LMP2, c'est Mazda qui s'impose avec un moteur rotatif sur une Kuzu. Kuzu Mazda. Ah Voilà. ouais, ah Je- oui, mais alors, Je l'avais pas. enfin ça Celle- c'est du, ça doit terminer. Mais c'est pas de la première. Ouais, mais surtout. Le truc, c'est que c'est pas une première victoire parce que le moteur rotatif, il a gagné en 91. Donc, c'est pour ça. Mais je Ouais. l'avais plus. Bah, Je l'avais surtout, plus. moi je Voilà. l'ai parce que ça termine. C'est loin. Loin. Ah bah au classement, ça c'est derrière les GT. J'ai pas le truc, mais je te le signe, c'est quasiment à 100 tours de. On le dira. C'est à 100 tours de la tête, ça c'est quasiment sûr. Oh Ah là là. ouais, non, ça c'est improbable. Mais je la vois bien cette caisse, ouais. Donc, en tout cas, en 2006, donc victoire diesel évidemment, et surtout, Ah comme tu ouais, l'as dit, Panos, victoire de Panos, mais oui. la seule victoire de Panos avec l'Espérante GTLM en catégorie GT2. Aïe, aïe, aïe. Et ça, je suis déçu que Panos 81 l'ait pas eu. Alors enfin, Avec, franchement. attends, avec Tommy Milner, Tom Kimber-Smith Oui. et Richard Dean. Je crois que c'était Ça, ça. Tommy Milner, Ouais. tu crois? Non, si. Ok.
Je sais plus, je te fais Non, confiance. je dois avoir tort. Mais ouais, 2006, moi j'étais à Je fond. pense que t'as tort, mais je Moi suis pas j'étais à sûr. fond. Attends, je veux quand même pas qu'on reste sur une Bah, Tom information. Kimber-Smith, c'est sûr. Richard Dean, je suis Oui. quasiment sûr aussi. Et Lawrence Tomlinson. Ah non, Lawrence Tomlinson peut-être. Lawrence Tomlinson, Ouais. ouais, c'est ça, parce que c'était l'équipe LNT Ouais. qui avait engagé la voiture, donc l'équipe Ginetta, quoi, Ouais, en c'est fait. ça. Hein. Donc derrière l'engagement de la Panos. Mais voilà, c'est la seule victoire Panos aux 24 heures du Mans. Et je me suis dit que Panos 80 allait l'avoir. Et ben même Et en pas. plus, c'est marrant parce que c'était vraiment la croisée des chemins. C'était le moment où, historiquement, avant, c'est Porsche qui était le dominateur en catégorie GT. Après, c'est Ferrari qui a un peu pris le commandement. Mais cette victoire, elle fait le croisement entre Porsche et Ferrari, quoi. Incroyable. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis 2016, on fera peut-être un épisode spécial d'ici peu, d'ailleurs, sur cette édition incroyable. Première victoire de la Ford GT en LMGTE Pro, 50 ans après la première victoire Ford aux 24 heures du Mans. Exact. C'est vrai. Et ça, personne l'avait. Personne l'a eu, je crois, sur notre petit commentaire YouTube. Fred nous a dit Alpine s'impose en LMP2 pour la première fois. J'avoue que je l'avais pas celle-là. Mais oui, donc Ah ouais, c'est possible. potentiellement. On sortait de l'arc, Ah ouais, sortait de l'arc KCMG, tous ces trucs-là. Là. Il devait y avoir du Nicolas Lapierre. C'est vrai. Ouais. Ah bah 2016, je sais même plus tiens qui y avait. Nicolas Lapierre était en 2015, ça c'est sûr, pour la victoire. Et Fred s'y avait quand même le retour victorieux de Ford évidemment en 2016. Alors il y avait aussi autre chose, mais ça c'est pas pour les victoires, mais il y a quand même des choses assez incroyables en 2016. On va peut-être en garder pour la suite, mais première fois que le départ est donné sous safety car par exemple en 2016. Donc ça c'est pas un super souvenir, mais Panos 81 nous le rappelait. Et puis, allez, je vais quand même le dire, mais voilà, première fois qu'une voiture qui n'est pas classée alors qu'elle était sur le podium, et donc hors catégorie, quoi. Sinon, normalement, il n'y a pas de souci, ça aurait terminé sur le podium, ça aurait fait 2 ou 3, je sais plus, parce qu'ils ont fait le dernier tour en 11 minutes. Oui. Mais la réglementation fait qu'on ne retrouve pas cette Toyota qui a pourtant dominé sur le podium. Tiens, bah non, j'ai un petit bonbon comme ça, je le garde sous le coude. Ok, moi j'en ai une autre aussi. J'ai une autre petite info, mais c'est pour ça que je vais pas tout donner parce que si on fait un épisode spécifique sur 2016, j'aimerais bien quand même. J'ai un truc précis sur 2016 où j'ai retrouvé il y a pas très longtemps je me suis fait pourrir d'archives de trucs. J'ai récupéré 50 000 trucs. J'ai découvert comment on en est arrivé à ce qu'il y a un temps minimum, un temps maximum plutôt, pour couvrir le dernier tour. Je sais d'où ça vient. Ok. Ouais. Allez, on fera ça effectivement. Il y avait des abus parfois parce que les voitures restaient 20 heures dans le stand et repartaient pour un tour pour terminer. Donc j'exagère évidemment, mais en tout cas c'était un peu l'idée. Je voulais remercier Florian également qui nous fait toujours des super commentaires et merci beaucoup. Continuez de commenter sous les vidéos, booster, liker, je sais pas, partager, enfin je sais pas comment vous dire, les 24 minutes du Mans aussi qui a été ravi de cet épisode sur le classique, Rogaral bien sûr, Vincent Kirato qui est fan du moteur de cette Panos que tu as mis en couverture et on aime la Panos évidemment. Stéphane C bien sûr qui a beaucoup apprécié ce sujet. Panos 80, je l'ai assez cité, mais merci à vous toutes et tous, en tout cas c'est un plaisir et puis bah voilà, l'Endurance Club continue évidemment de grandir et continue de poser des top questions parce que cette semaine eh bien oui, on va parler d'une top question et on va parler d'un écart. Moi j'aurais voulu savoir, selon vous, quelle était la course dans l'histoire du WEC qui avait été la plus serrée? Parce que ça m'a fait penser, en parlant en 66 de l'écart le plus faible aux 24 heures du Mans, comme quoi on a des idées. Hein. Là, ça carbure. Hein. Quel est l'écart le plus serré dans l'histoire du WEC? Alors, je dis pas forcément au général, mais ça peut être au général, ça peut être en catégorie. Voilà, celui qui, selon vous, est l'écart le plus serré en WEC. J'espère qu'on ne va pas se tromper. On aura peut-être des surprises et des images différentes voilà, selon vos réponses. C'est ce que j'aime justement dans l'Endurance Club aussi, c'est qu'on peut partager et qu'on peut vraiment être ensemble sur cette dynamique-là. Voilà, je pose la question. T'as une idée, toi, Geoffroy? J'en ai aucune idée. Ah ben voilà, super. Ça, non, c'est bien. Ouais, franchement, là, comme ça, j'ai rien qui me... Tu sèches. Bon. Eh ben, rendez-vous la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour avoir la réponse à cette top question, parce que vous le savez évidemment, si vous voulez faire partie du club, de cette Endurance Club, eh bien, vous connaissez l'adresse. Vous savez que c'est sur YouTube, vous savez que c'est sur les plateformes audio, c'est sur Endurance Mag aussi. On fera une page dédiée, peut-être on me l'a suggéré ça sur va Endurance Mag. Ça va évoluer. Bon.
On me l'a suggéré, donc je retransmets. Voilà, c'est Manu qui m'a demandé. Il me dit, mais est-ce que vous avez une page spécifique? Oui, on l'a en tapant sur Google Endurance Club Ocha. Vous pouvez partager ça aussi. Et puis voilà, on essaie de communiquer. Ce club grandit de semaine en semaine. Donc voilà, on parle un peu d'historique, on parle de moderne, on parle de WEC, on parle de LMS, vous l'avez compris. On parlera peut-être de Japan Le Monde Challenge. Oh oui, Voilà, oh oui. on parle de plein de choses. Ah bah oui, ah bah attends. On est entre passionnés, entre puristes. Alors l'idée, c'est que ça continue évidemment. Bon, j'espère qu'on a été relativement complet sur cette preview Je Bahreïn. pense que t'as fait le boulot. Écoute, je suis un petit peu moins Ah bon? enjoué, c'est vrai, par cette finale, mais bon, Bon, ouais, je pense d'accord. qu'on a été complet. Et ben moi, je suis toujours ravi de pouvoir Je sais. commenter des courses à Bahreïn parce que je sais qu'il y a de la baston et j'aime ce circuit en fait. Alors, il n'est pas génial, j'allais dire peut-être en termes de pilotage, quoique, mais il y a beaucoup de phases de frein, il y a beaucoup de possibilités. Tu vois, après le virage 1, de croiser, de décroiser. En plus, tu as la dégradation des pneus, tu as la chaleur, tu as le sable, tu as tout ce qu'il faut pour faire une belle course. Et donc victoire de Maxime Martin en Mercedes, hein, évidemment, puisque le podcast Trajectoire est sorti. Donc, Ça, on ouais, compte sur on toi, l'a dit Maxime. depuis des mois, vous l'aurez entendu ici. Ça, c'est clair que. On Ah la ouais, ouais, colle. ah ouais, On la ouais. colle. Si la Mercedes s'impose en Ça LMP vient de loin, GT3, putain. franchement, je sais pas ce Ouais, qu'on fait. franchement, ça serait ouf. Ça serait tellement beau. Oh là 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 là. Ça serait la consécration pour Trajectoire le podcast. Alors là je veux qu'on inonde les réseaux si c'est ça. Bon, j'ai peur qu'on n'ait pas trop d'inondations de Trajectoire le podcast sur les réseaux. Mais enfin bon, voilà, vous l'aurez entendu ici. Et en tout cas, les épisodes Trajectoire arrivent. Voilà. Et tout comme ceux de l'Endurance Club, bien évidemment. Donc on se retrouve la semaine prochaine, Geoffroy, pour évoquer bah, évidemment Pour faire le Bahreïn débrief, et ouais, revenir carrément. sur ce qui se sera passé. Débrief, Bah oui, quand débrief même Bahreïn alors. semaine pro au taquet, carrément, chaud. Ouais, voilà. Mercredi, peut-être. Voilà, on essaiera de voir. Ou jeudi. On sait pas. Mais en tout cas, on va essayer de trouver des solutions. Peut-être même avant. Si on a l'occasion. Peut-être même avant pour cette sortie d'épisode qui arrive donc en première sur YouTube, vous le savez. Et puis sur les plateformes aussi. N'hésitez pas à en parler autour de vous pour faire grandir le club. Voilà, parce qu'on a des idées pour 2026. Année où on fête beaucoup d'anniversaires, vous l'avez vu, en termes de vainqueurs en 24 heures du Mans. Merci Geoffroy, très bonne journée. Bah, Et puis on se retrouve très vite. exactement, on se retrouve semaine pro. Allez, ciao ciao.